Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu particulière qui sera un petit peu différente des autres puisque je vais répondre aux questions qui m'ont été posées lors de mon intervention et de mon interview sur le Journal du Golf qui est paru il y a 2 jours, où j'ai été invité par Rémi Bédu. Donc, tout d'abord, je voudrais revenir sur quelques points pour vous dire, pour vous présenter un petit peu et pour vous expliquer de quelle manière cette émission a été faite. Il faut savoir que moi, bien entendu, avec le confinement, j'étais chez moi, j'avais mon téléphone juste devant moi et que je ne pouvais absolument pas interagir avec vous puisque je ne voyais rien. Je ne voyais pas les pouces, les noms des personnes qui étaient présentes, je ne voyais pas les questions qui m'étaient posées. Et donc, c'était Rémi qui choisissait les questions, etc. Et il est évident qu'il y a eu énormément de questions, puisqu'il y a eu plus de 300 commentaires. Il y a eu beaucoup de questions et Rémi ne pouvait pas sélectionner toutes les questions et on ne pouvait pas y répondre. Ensuite, par rapport à l'approche Action Types, il faut que vous puissiez comprendre qu'en 1 heure, enfin même moins d'1 heure, parce qu'on n'a pas parlé que de ça au départ, il est très difficile d'expliquer clairement une approche aussi complète et aussi complexe qu'Action Type. C'est des recherches qui ont été faites par Bertrand Terolaz et Ralph Hippolyte pendant des années et des années, et ils continuent. Il y a eu des recherches au niveau biomécanique, au niveau des neurosciences, ils ont été voir les plus grands spécialistes, et vraiment, il y a des choses qui sont... Tout est parfaitement fondé et parfaitement juste. On ne peut pas remettre en cause, absolument pas remettre en cause la véracité de cette approche, de la manière qu'on ne peut pas remettre en cause la véracité du TrackMan. Alors certains vont dire, alors que l'on dise que cette approche, et je le comprends parfaitement, il y a des gens qui sont pas forcément pour, etc. Je le comprends et je le conçois. Je veux dire, de la même manière qu'il y a des gens qui disent oh, le TrackMan, il est trop utilisé, rien ne remplace l'œil du pro, Bud Sharman ne l'utilise pas, etc. Très bien, et on le conçoit parfaitement. En revanche, le TrackMan donne des datas qui sont prouvées, qui sont justes, etc. De la même manière que ActionType donne des choses qui sont justes, qui sont prouvées scientifiquement. Que les gens ne trouvent pas cette méthode bonne pour X raisons, il n'y a aucun problème et ça se conçoit tout à fait. Donc il est vraiment, je voulais juste faire le point là-dessus. Donc, il est évident que pendant cette heure, j'ai oublié, je voulais dire des choses, j'ai oublié de parler de nombreuses choses qui me semblaient importantes, mais j'étais prise par les questions et par le déroulement du programme et de la manière que les photos que vous avez vues, je ne les voyais pas. La petite vidéo qui a été faite par Benoît en début de reportage, je ne la voyais pas non plus, donc c'était pas facile d'interagir avec vous. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de répondre aux questions. Donc j'ai sélectionné une dizaine de questions qui m'ont paru importantes et intéressantes. Mais évidemment, je ne peux pas répondre à toutes les questions. Alors, il y a une première question de Tiger Cowett. Alors, Tiger Cowett, il est présent sur toutes les émissions. C'est vraiment un passionné, c'est formidable. Il pose toujours des questions intéressantes et pertinentes et il est très actif. Et j'aime beaucoup parce que d'ailleurs, il a une photo de profil qui est la photo du golf d'Étretat. Et le golf d'Étretat, c'est le golf où en 79, j'ai commencé à apprendre le golf et j'ai été licencié jusqu'en 88, date à laquelle je suis passé pro. Donc je connais bien le golf d'Étretat. Est-ce qu'il est bon de changer de profil d'une année à l'autre? Alors, le profil, c'est une signature motrice que l'on a. C'est un petit peu comme si on dirait, est-ce qu'il est bon d'une année être un homme, puis l'autre année être une femme, puis non. On est comme on est et on ne peut pas changer. La signature motrice, elle est inscrite dans un code génétique d'une manière archaïque et c'est notre ADN, c'est notre avatar. On est comme ça, on ne peut pas le changer. En revanche, et ça, j'ai pas suffisamment insisté là-dessus, il est important de prendre conscience que au cours de notre vie, et ça je vais le voir plus au niveau du MBTI, mais déjà au cours d'une journée,
On est dans une grande boucle et dans une petite boucle. La grande boucle, c'est notre profil dominant. La petite boucle où on va passer, c'est notre ombre qui nous permet de nous reposer, qui nous permet de nous recharger et donc d'être mieux après. Donc il faut par exemple, vous marchez sur le quai d'une gare, vous avez votre valise que vous portez avec votre main droite. Et au bout de 100 mètres, bah, vous allez la prendre un petit peu de la main gauche pour vous détendre, pour vous reposer. Puis vous allez marcher 50 mètres. Mais très vite, vous allez reprendre votre main droite et refaire 100 mètres avec votre main droite. Mais heureusement que votre main gauche est là, même si elle n'est pas votre main dominante, elle est là pour vous aider, pour vous reposer, et c'est indispensable. Rien dans la vie n'existe sans son opposé. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a le bon, il y a le mal, il y a... voilà, il y a toujours tout à son opposé, et c'est comme ça que le pôle positif, le pôle négatif, etc. Donc, pour revenir à la question de Tiger Cowett, dans la journée, et d'ailleurs, par exemple, sur un parcours de golf, on a en fait, on pourrait dire qu'on a trois profils. Vous avez votre profil qui existe, qui est fixe. Cependant, quand vous êtes sous stress, eh bien, vous passez ce qu'on appelle dans votre ombre et vous devenez l'inverse de ce que vous êtes. Par exemple, moi, je suis SF, où je suis plutôt terrien, donc je suis terrien, j'ai une motricité globale, où c'est vraiment mon corps qui va beaucoup être utilisé. Et bien, sous stress, si j'ai un coup de 150 mètres à faire avec un mauvais lie et que j'ai de l'eau à passer et que le drapeau est proche de l'eau, style au golf national que tout le monde connaît, au trou numéro 15, j'ai un vent latéral gauche-droite qui m'amène vers l'eau, le lie n'est pas bon, c'est le 15, c'est la fin de la partie, je suis sous stress. Et bien là, naturellement, je vais sentir mon poids qui va commencer à partir de l'arrière, qui est mon profil naturel, vers l'avant, et automatiquement, je vais utiliser davantage mon côté droit. Donc je me connais, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rétrécir un peu mon stance, je vais me mettre un petit peu plus vers l'avant, et je vais jouer plus sur un axe droit, parce que de toute façon, dans mon profil naturel, où mon bassin facilement, où je pousse avec mes cuisses, et c'est mon bassin qui va tourner et qui va monter, d'accord? C'est un engagement de tout mon corps. Sous stress, je ne le ferai pas. Je vais être tétanisé, je vais être bloqué et je vais avoir tendance à rester en arrière. Et bien donc, j'anticipe ça. Je me mets dans mon ombre. Je me mets un tout petit peu sur la jambe droite, la balle un peu plus à droite et je vais accepter de rester en arrière. Et ça se passera très bien. Simplement, quand on connaît son profil, eh bien, c'est très facile de connaître son ombre et il est important de travailler aux practices dans son ombre et de se mettre dans son ombre et de travailler aux practices dans son ombre. Il y a un troisième profil qu'on appelle le profil de soutien, qui est le profil que l'on rencontre quand parfois sur le parcours, pour X raisons, vous êtes fatigué. Eh bien quand on est fatigué, moi qui suis SF, alors c'est pas tous les SF parce que ça dépend des deux premières lettres, je suis ESFJ et le ESFJ, son profil de soutien c'est NF. Eh bien quand je suis fatigué, je vais me mettre un petit peu en avant et je vais me mettre un petit peu sur la gauche et je vais jouer un petit peu à gauche. Et dans ce profil, eh bien, je serai beaucoup moins fatigué, je perdrai peut-être un petit peu de longueur, mais je serai efficace. Donc voilà, et dans une journée, on change toujours de profil en fonction du contexte, de l'environnement, etc. J'ai par exemple récemment fait un stage à Marrakech et au retour dans l'avion, j'étais avec une élève qui est très très introvertie voilà, elle parle peu, elle est très réservée, etc. Et j'étais assise de l'autre côté du couloir et elle a peur de l'avion. Donc l'avion, ça la stresse et elle n'est jamais très à l'aise dans un avion. Donc elle était, avant le décollage, il y avait une dame à côté d'elle qu'elle ne connaissait pas. Et là, elle s'est mise à parler avec elle, elle lui racontait sa vie, elle n'arrêtait pas de gigoter, de parler, etc. Et j'ai dit à ma femme qui était à côté de moi, tiens, regarde, elle commence à s'agiter, et là on voit qu'elle est stressée parce que ça, c'est pas du tout elle. Et une fois que l'avion a décollé, et qu'elle était rassurée, eh bien, elle a mis ses écouteurs, elle a pris son livre, et on ne l'a plus entendue parce qu'elle était de nouveau détendue. Donc voilà, quand on est sous stress, on change complètement. D'accord? Et on passe dans son profil inversé. Donc c'est important de prendre conscience de cela. Alors maintenant, toujours pour répondre à cette question, au niveau du MBTI, dans la vie d'un individu, eh bien, on change. C'est-à-dire que
On a un profil qui est en 4 lettres, avec deux fonctions qui sont les fonctions les plus importantes au milieu, et la première et dernière lettre qui sont ce qu'on appelle des styles de vie. Eh bien, un enfant jusqu'à la puberté, jusqu'à l'adolescence, va utiliser ce qu'on appelle son profil dominant. Il va utiliser une fonction qui est la fonction qu'il va chercher à développer au maximum, et il va être presque monofonction. Puis, après la puberté, il va développer donc sa deuxième fonction, qui est ce que je pourrais appeler un petit peu l'aide de camp de cette fonction. C'est la deuxième fonction qui va l'aider à grandir. Donc la première, si c'est une prise d'information, la seconde sera une prise de décision, et inversement. Puis au début de l'âge adulte, on découvre sa troisième fonction, qui est la fonction auxiliaire. La première fonction est la fonction dominante jusqu'à la puberté. La deuxième fonction, la fonction auxiliaire, est une fonction qui est utilisée après la puberté jusqu'au début de l'âge adulte. La troisième fonction, la fonction tertiaire, c'est début de l'âge adulte où donc on va commencer à rencontrer cette troisième fonction. Et à la moitié de la vie, vers 40-50 ans, eh bien on développe sa dernière fonction, sa fonction inférieure, qui a toujours été une fonction qui a été refoulée par l'inconscient. Pourquoi ? Parce que la fonction dominante, pour se développer pour un jeune, on a dû refouler cette fonction inférieure pour pouvoir dominer la première, pour pouvoir faire éclore au maximum la première. Et donc vers 40-50 ans, si on a ce qu'on appelle le serpent, et si on a bien respecté cette dynamique des fonctions, eh bien on commence à utiliser cette dernière fonction qui est complètement opposée à notre fonction dominante. Et les gens autour de 40-50 ans, c'est pour ça qu'on appelle le démon de midi, les gens ont la crise de la quarantaine, parfois changent radicalement. Par exemple, un expert comptable qui va être ISTJ, qui va avoir une vie très rangée, très réglée, très routinière, et qui n'aimera pas forcément donc les changements. Et bien, au cours de 40-50 ans, on voit cet homme qui va complètement changer, qui va vouloir faire un tour du monde et découvrir d'autres choses, etc. Et on va dire, tiens, c'est marrant, il change beaucoup, on ne le reconnaît plus. Ben, c'est normal. D'ailleurs, quand on connaît la fonction et quand on connaît le profil d'une personne, on peut deviner comment elle va évoluer dans l'avenir, et c'est très intéressant. Donc sur le plan cérébral aussi, donc il y a des changements. On a un profil, mais ce profil, au cours de la vie, évolue. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à la question de Tiger Cowett. Et il disait aussi, est-ce qu'il est bon de changer de profil d'une année à l'autre ? Bah, non. D'ailleurs, des joueurs qui sont compétents, on peut prendre l'exemple de Jim Furyk, qui avait un swing particulier, qui a des particularités dans son mouvement, et quand il a voulu modifier des choses dans son swing, eh bien ça a été une catastrophe. Il était dans les meilleurs, et il s'est perdu dans les profondeurs du classement, jusqu'à ce que son père lui dise, écoute, reprends ce que tu faisais naturellement, et tu étais beaucoup plus efficace, donc reviens sur tes choses naturelles. Et de nouveau, il a repris son swing originel, et de nouveau, il a été performant. Il a même été jusqu'à faire un 58, je crois que c'était en 2016. Alors, une autre question de Patrick Spina, qui disait le profil, est-ce que c'est des choses qui sont tout à fait naturelles ? Oui, la manière de marcher, c'est naturel, et on ne va pas se forcer à marcher différemment. Et bien dans le swing, je dirais que naturellement, il y a des choses qui se mettent en place très naturellement, et je le vois quand j'ai des joueurs néophytes. Tout de suite, en les mettant, on voit qu'elles sont déjà au départ. Ils partent d'une feuille blanche, et on voit quels sont au départ leurs principes, s'ils sont un petit peu sur l'arrière ou sur l'avant, etc. Cependant, donc, profil moteur, voilà, naturel, ou est-ce que ce sont des choses inconscientes ? Cependant, il faut savoir qu'au golf, que ce soit dans les magazines, parfois dans ce que l'on apprend ou ce que l'on veut faire, il y a un certain mimétisme, et on a tendance à, évidemment, vouloir swinger comme Ben Hogan, comme des très beaux swings, comme Osthuizen, Louis Osthuizen, qui a un swing magnifique. Julien Guerrier, je voyais l'émission de Julien Guerrier hier, qui a un très très joli swing également. Donc on a tendance à vouloir copier ce genre de swing.
Et souvent, ces swings sont des swings de ST, ce qu'on appelle des swings entre guillemets, des swings classiques, avec un stance bien solide, avec un bas du corps bien stable, un haut qui ne tourne pas, un bon équilibre, une bonne stabilité. Ce sont souvent les swings les plus télégéniques, je dirais. Et donc on a tendance à vouloir changer des choses et à sortir, volontairement de son profil. Et ce n'est pas toujours une bonne chose. Il faut accepter ses particularités et en faire des points forts. Comment s'appelle Bubba Watson, qui se targue de ne jamais avoir pris de leçons, il est resté dans un swing très très naturel, très particulier, très atypique. Mais peut-être que s'il avait pris des cours ou s'il avait voulu se mettre absolument dans un schéma classique, il n'aurait pas fait la carrière qu'il a fait. Et il joue avec beaucoup de spontanéité, beaucoup d'intuition, et c'est formidable. Voilà. Ensuite, David Guénet, salut David, nous demande l'environnement de vie aurait-elle une influence sur le profil? Alors il se trouve que votre profil moteur, non, je ne pense pas que l'environnement change le profil moteur. En revanche, l'environnement de vie, c'est-à-dire la manière, votre métier, les gens que vous allez fréquenter, peut-être que les choses que vous allez lire, etc., ça aura une influence sur votre comportement. Votre fonctionnement ne changera pas beaucoup, mais votre comportement peut changer. Évidemment, on est influencé par son travail, par son éducation, etc., ce qui peut modifier un petit peu le fonctionnement, mais très légèrement. Et évidemment, dans la vie, et je l'ai expliqué précédemment, on change. Mais le profil moteur, non, c'est une signature motrice que l'on a et il ne change pas, avec, encore une fois, au risque de me répéter, toutes ces évolutions dans la journée où on n'est pas les mêmes et on change. Et en fait, on a toutes les fonctions. Mais naturellement, dans la spontanéité, naturellement, on va d'abord aller dans une certaine fonction pour ensuite aller vers une autre. Mais c'est le chemin qui est important. Ça, c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Laurent Gambiracio nous parle du facteur X. Alors le facteur X de Jim McLean, oui, pour les gens qui sont dissociés, c'est important, avec un bas du corps stable, quand le haut tourne, et il y avait des exemples de Jason Day ou Ricky Fowler, oui, pour les joueurs qui sont dissociés, et c'est une manière dont est placé le cerveau dans les éléments qui travaillent dans le cerveau. On est dissocié ou associé, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un petit peu compliqué. Et donc sa question, oui, donc le facteur X, c'est un bas du corps qui est stable, et c'est pour ça que pour certaines personnes, ça va me permettre de rebondir sur une chose, certaines personnes c'est très très bon, ils sont plus puissants, plus efficaces, plus en équilibre. Pour d'autres, ça peut être dangereux sur le plan physique. Et il y a eu pas mal de questions au niveau des blessures. Le danger de ne pas respecter ses préférences motrices, c'est de se blesser. Il y a eu pas mal d'exemples. Par exemple, Gustavo Kuerten, qui a gagné plusieurs fois Roland-Garros et qui est un joueur brésilien de tennis de très haut niveau. Eh bien, il faut savoir que les terriens et les aériens n'ont pas la même constitution musculaire et surtout osseuse, et donc on ne s'entraîne pas de la même façon. Un N va d'abord, et surtout un NT, va énormément travailler dans des choses qui sont beaucoup plus dynamiques, et ils vont prôner davantage la qualité que la quantité, et ils vont travailler moins dans la difficulté, dans la lourdeur musculaire et dans la force. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas en faire, hein. Évidemment, ils vont tout travailler, mais il faut qu'ils axent leur travail sur des choses plutôt dynamiques. Contrairement à quelqu'un comme moi, par exemple, donc les terriens, qui doivent travailler beaucoup plus dans les muscles, beaucoup plus dans des choses de force, et on est moins dynamique. Et je reviens sur une chose, c'est qu'il faut travailler sur ses forces. Et Gustavo Kuerten a travaillé au Brésil avec un préparateur physique qui lui faisait faire avec des haltères, il lui faisait faire des squats, il lui faisait sauter avec des choses très 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 lourdes, au lieu de travailler sur des choses plus légères et plus dynamiques. Eh bien, il a eu des gros problèmes de bassin, il s'est plus ou moins fêlé le bassin, et sa carrière a été terminée. Il a essayé de reprendre après ses problèmes, et ça a été fini, et il a abandonné. Donc il est important de se connaître, et ça a une influence énorme sur la manière dont on s'entraîne. Physiquement, on n'entraîne pas pareil un terrien qu'un aérien. Ça, c'est prouvé, et c'est important de respecter cela.
Voilà. Alors, d'autres questions. Laurent Poncelet qui me dit comment se former. Alors, Laurent qui est pro à Housegor et qui est toujours à la recherche de formations différentes. Laurent est d'ailleurs un spécialiste de Mike Adams et il a fait les formations et je pense qu'il doit être plus ou moins formateur d'ailleurs de la méthode de Mike Adams qui a énormément de similitudes. Je ne connais pas très bien cette méthode, mais de ce que j'ai vu dans l'émission justement du journal de golf par Rémi Bédu, il y avait toute une émission là-dessus. Ben, il y a énormément de similitudes sur le grip, les mesures, sur le corps, etc. Et il y a plein de choses qui se rejoignent. Et j'ai presque envie de dire que nous faisons du Mike Adams et Mike Adams fait du action type. Il y a énormément de similitudes. Donc, comment se former? Alors moi, je trouve que j'ai été formé par Dominique Fournet et Ralph Hippolyte, qui sont, alors Ralph Hippolyte, je le répète, et Bertrand Terolas sont les deux fondateurs de cette méthode Action Type. Et il y a, je crois qu'il y a six personnes qui sont formées Action Type, qui sont habilitées à faire de la formation. Ils ont la licence en fait Action Type et ils peuvent exploiter les formations Action Type. Et Dominique, donc en 2012, en fait partie. Donc moi j'ai fait avec Dominique Fournet et Ralph Hippolyte 2 jours de formation. Puis nous avons eu 6 mois pour mettre en pratique ces 2 jours de formation. Au bout de 6 mois, nous avons de nouveau eu 2 jours de formation, un deuxième module. Puis on avait de nouveau 6 mois pour retravailler avec nos élèves, et je trouve cette formule très bien. Et puis on a de nouveau eu 2 jours de formation. Voilà, donc ça c'est une des formations Action Type. Et je sais que Dominique organise encore maintenant des formations pour les pros et pour les particuliers sur une journée ou sur 2 jours, etc. Donc il organise ça. Et donc voilà, pour répondre à ta question, Laurent. Patrick Spina nous dit peut-on retrouver son profil naturel après avoir travaillé contre nature? Bien évidemment, et ça va assez vite. C'est-à-dire que quand vous travaillez quelque chose, si au bout d'un certain temps, vous sentez que le travail que vous avez effectué dans le changement, c'est long, c'est un petit peu douloureux, ça prend du temps, ça ne fournit pas vraiment des résultats, je ne vais pas dire immédiats, mais assez vite, je pense que c'est que vous faites fausse route. Avec cette approche Action Type, on vous met dans un profil qui est votre profil naturel, on gagne du temps, très vite les résultats arrivent, on est dans des choses simples, ludiques, et donc quand on travaille, quand on a travaillé un swing qui n'est pas forcément le vôtre par rapport aux appuis et que vous avez été profilé, on vous explique comment votre corps doit fonctionner, et bien très rapidement, vous allez retrouver des préférences motrices et un schéma moteur plus naturel et ça va très vite. Et c'est pas du tout un problème. Ce n'est pas casser son swing que de revenir sur des choses naturelles, bien évidemment. Donc oui, bien sûr, on peut retravailler son mouvement pour revenir à des choses naturelles et ça va assez vite. Et c'est pas rien n'est jamais totalement acquis et rien n'est jamais totalement écrit dans le marbre. Une question intéressante encore de Laurent Poncelet qui me demande quand on a des problèmes de santé ou qu'on a eu des problèmes physiques, est-ce qu'il faut changer de profil? Alors je vous donne l'exemple d'un élève, Luc, il se reconnaîtra, qui est parti jouer à l'étranger aux Canaries et qui a été chercher une balle dans les rochers et qui a une très très grave fracture de la cheville droite. Il a mis pas mal de temps pour s'en remettre. Et pendant, il a voulu vite rejouer au golf, ce qu'il a fait, enfin vite, c'était pas assez vite pour lui évidemment, mais il a un profil NT, c'est-à-dire qu'il a un côté droit dominant, il pousse avec son côté droit, il a des hanches et des épaules qui travaillent ensemble, il est associé, colonne étirée, et le problème c'est qu'avec sa cheville droite, il ne pouvait pas prendre appui dessus. Donc ce que j'ai fait avec Luc, je l'ai mis en appui à gauche pour pas solliciter sa cheville, donc je l'ai mis comme un NF, un petit peu à gauche, comme Hunterman, Tiger Woods, Rory McIlroy, très légèrement à gauche. Donc encore une fois, ça lui soulageait sa cheville. Mais comme il est associé, donc il a l'habitude de tourner les hanches, eh bien je l'ai mis à gauche en lui donnant la possibilité de tourner les hanches. Donc j'ai fait un mix entre
son profil, il était toujours en avant, mais au lieu de le mettre à droite, je l'ai mis à gauche. Donc il tournait un petit peu sur son axe gauche et il poussait avec sa cuisse gauche. Il stimulait pas, il sollicitait pas son pied droit et il a très bien joué comme ça. Encore une fois, et je l'ai dit pendant cette vidéo, un très bon joueur peut parfaitement arriver à un bon niveau dans tous les profils. Je veux dire, dans tous les profils, on peut arriver à bien jouer. Le problème, c'est que ça va prendre plus de temps, c'est pas très écologique, ça va vous demander beaucoup d'énergie, et puis vous risquez de vous blesser. Donc ça c'est important. Donc on gagne du temps et on peut aller, il n'y a pas de limitation, on peut aller beaucoup plus loin. Voilà, faut-il changer de profil? Donc voilà, j'espère. Donc il est important de prendre conscience que les enseignants doivent avoir cette capacité de s'adapter. Et on ne doit pas rester, il est NT, on va faire que du NT. Non, moi, on s'adapte complètement. Et encore une fois, il est important de faire travailler les gens dans différentes positions pour développer les habiletés motrices et pour les rendre beaucoup plus adaptables. Je veux dire, un NT qui a l'habitude d'avoir un appui à droite, quand il a un coup en descente, il va devoir prendre le profil de la pente et être à gauche, bah, il faut qu'il s'entraîne à gauche. Et inversement, pour un NF qui doit faire un coup en montée et qui va plutôt prendre un appui à droite. Donc je vous parlerai pédagogiquement dans une autre vidéo sur un apprentissage très intéressant qui permet justement de développer toutes ces habiletés motrices et toutes ces facultés et de développer cette capacité d'adaptation. Donc il faut, et un bon enseignant s'adapte en permanence à son élève et ne doit pas rester dans un couloir sur une méthode et doit être beaucoup plus dans l'ouverture. Vous savez, moi, Action Types, je l'utilise un petit peu comme j'utilise le Trackman, comme j'utilise d'autres approches. Et il ne faut pas être focalisé que sur une méthode. Alors, David, j'ai répondu. Facteur X, problème de santé. Alors, une autre question, est-ce que cette méthode est utilisée d'autre part dans le monde? Alors, il se trouve que les fondateurs de cette méthode, Bertrand Terolaz et Ralph Hippolyte, qui ont fait des recherches absolument colossales dans tous les domaines. Ils ont été, et ça leur a pris du temps, ils ont été voir les plus grands biomécaniciens dans les neurosciences, psychologie, etc. Et ils sont pas issus du monde du golf, ils sont issus du monde du volley. Ils ont beaucoup travaillé à l'INSEP. Et ils ont tous développé des choses dans leurs activités. Il faut savoir que Tony Estanguet, qui a été 3 fois champion olympique, et c'est le seul athlète français qui a été 3 fois champion olympique dans 3 Olympiades différentes, a travaillé avec Ralph Hippolyte sur justement les préférences motrices pour attaquer les piquets d'une différente manière. Et quand on est terrien ou aérien, on ne les attaque pas de la même manière. Donc il a travaillé énormément avec Ralph Hippolyte. Lucie d'Écosse, qui est une judoka qui a été championne olympique également et qui a été 3 fois championne du monde, travaille énormément avec la méthode, avec l'approche Action Types. Je sais que récemment, Tony Parker a utilisé les compétences de Ralph Hippolyte pour travailler son lancer. Il était un petit peu dans la verticale, il l'a mis un peu plus dans l'horizontale. En NBA aux États-Unis, donc quasiment tous les coachs américains de basket, des équipes professionnelles de basket, travaillent avec une méthode qui n'est pas exactement, pour certains c'est Action Types, mais pas pour tous, mais c'est une méthode totalement similaire à ça, qui utilise les profils moteurs différents, et ça permet aussi d'analyser comment va se comporter un joueur. Dans le football, c'est énormément utilisé également. Et Damien de la Senta fait un travail formidable et forme d'ailleurs des professionnels de football, travaille avec des équipes de football, donc c'est énormément utilisé sur la notion d'œil moteur, comment se déplacer pour les défenseurs, etc. Pour les hockeyeurs aux États-Unis, hockey sur glace, je sais que Bertrand Terolaz travaille énormément avec eux. Ralph Hippolyte a énormément travaillé avec la Fédération anglaise de cricket. Et Dominique Fournet a développé ça beaucoup avec les golfeurs. Il a formé pas mal d'enseignants, mais il a formé beaucoup d'enseignants de clubs. Et il faut savoir, et je voudrais revenir d'ailleurs sur une chose, c'est que la formation, Action Types,
Vous savez, on a beaucoup parlé, Hassan a beaucoup parlé et nous a posé des questions sur est-ce qu'il y a des professionnels qui utilisent cette fonction. Et d'ailleurs, je parlerai du putting pour répondre à sa question après, parce qu'il est vraiment spécialisé dans le putting. Et je crois que c'est la formation Putting Zone avec Laurent Yokshis. Et donc, je reviens sur ce que je disais. Un professionnel de golf. Il faut savoir que à très haut niveau, un professionnel qui est un peu maître de son entreprise, qui est au centre de son entreprise, il va devoir utiliser les meilleures compétences possibles pour arriver au plus haut niveau. Il va utiliser les meilleurs formateurs de putting. Il se trouve que maintenant, dans le monde du golf, il y a des spécialistes maintenant. Jean-Pierre Sixou, Laurent Yokshis, qui sont spécialisés dans le putting. Il y en a qui sont vraiment spécialisés dans le fitting. Je pense à John Lawson, Alexandre Vinco, qui est à Molietz, dans le sud-ouest, qui est d'ailleurs formé Action Types et qui l'utilise beaucoup. Et il y a des spécialistes de mental, il y a des préparateurs mentaux, des psychologues, il y a des gens qui ont des grosses compétences pour travailler le physique, il y en a qui ont des compétences pour travailler la biomécanique, je pense à Jean-Jacques Rivet, il y en a qui ont des compétences pour travailler le swing avec différents éléments techniques, alors les trackman, les plateaux de force, les K-Vest, etc. Et donc les pros vont utiliser toutes ces... mais je ne connais pas un pro qui soit bon spécialiste dans tous les domaines. Je veux dire, un médecin ne va pas être en même temps cardiologue, urologue, orthopédiste, etc. Alors, il a des spécialités et il va être très performant dans une spécialité. Mais on ne peut pas être bon partout. C'est la méthode d'ailleurs, comme nous, on a des points forts, on a des points faibles et on ne peut pas être bon partout. Simplement, il faut savoir ce pourquoi on est fait. Donc, moi, j'ai fait pas mal de formations. J'ai fait des formations récemment de putting avec Jean-Pierre Sixou et David Orr. J'ai fait des formations sur le wedging, sur le petit jeu, les formations d'FPELT qui ont été organisées par la PGA, qui fait énormément de formations et qui est excessivement active pour cela. Et des formations donc au Golf National. J'ai fait des formations au Golf National avec Olivier Ranald où il nous parlait des juniors et il est très 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 compétent dans le domaine des jeunes. Olivier, c'est une de ses spécialités. Évidemment, la formation que j'ai fait Action Types, j'ai fait des formations sur le mental avec Jean-Philippe Vaillant. Donc j'essaie de me former au maximum parce que dans mon métier à Saint-Germain, j'ai des joueurs néophytes, j'ai des joueurs débutants, j'ai des bons joueurs, j'ai des joueurs expérimentés quand j'entraîne les équipes premières avec des joueuses qui sont toutes proches de zéro, dont certaines sont même en dessous zéro, et on doit coacher des filles là dans la dernière équipe l'année dernière à Fontainebleau. Eh bien, Sylvie Van Moll, elle est championne d'Europe senior. Hélène Peul, c'est championne de France mid-amateur. Laure Castelin était plusieurs fois championne de France. Chloé Loher, championne de France minime. Perrine Petit, elle a gagné la Coupe de France à Osgore il y a quelques années. Donc c'est des joueuses de très très haut niveau qui sont toutes à zéro ou en dessous de zéro. Donc Capucine Fleureau aussi qui a été championne de France plus jeune. Donc j'ai des joueurs totalement néophytes et des joueurs qui sont très bons. Et j'ai formé aussi des joueurs qui sont passés enseignants ou pros. Donc j'ai un panel, un éventail de joueurs qui sont excessivement intéressants. Et je vais vous dire, donner une leçon à un débutant, totalement débutant, j'aimais autant de plaisir que donner une leçon à un joueur très très expérimenté, un très bon joueur. Maintenant, les professionnels, enseigner à des professionnels, c'est un autre métier. C'est-à-dire que par exemple des pros comme Olivier Léglise, Benoît Villemar, du Colombier, pour citer des Français, qui ont une spécialité de coacher des joueurs professionnels, ils ne peuvent pas être dans des clubs, attachés dans des clubs, parce qu'ils sont en permanence à l'étranger à suivre leurs joueurs, et c'est une certaine particularité, et c'est une spécialité, et c'est un métier très difficile, parce qu'ils sont sans arrêt, ils bougent sans arrêt à droite et à gauche, ils voyagent beaucoup. Moi j'ai les entraînements des équipes le week-end, j'ai les juniors le mercredi, j'ai les juniors aussi le week-end, j'ai des cours particuliers, j'ai des stages, donc c'est difficile de partir comme ça. Donc voilà, j'ai répondu donc à la question de... Ah, il y avait une question aussi
de Hassan, qui est très, très focalisé sur... ah oui, je vais répondre à sa question de putting aussi. Là, je vais commencer par ça. Alors, action type au putting. Alors, encore une fois, moi j'ai fait des formations de putting. Je n'ai pas les compétences des plus grands spécialistes de putting qui ne font que ça. Cependant, je sais que avec Action Type, ça a une influence, on connaît l'influence de l'angle de vision. J'expliquais que très souvent les terriens avaient besoin d'être davantage au-dessus de la balle. Les aériens visaient beaucoup mieux quand ils avaient une vision un peu latérale et avaient la balle un petit peu plus éloignée. Ça a une influence également sur la position du corps. Certains, les joueurs qui sont plus verticaux seront mieux avec des bras plus près du corps. Les joueurs plus horizontaux seront mieux avec des bras un petit peu plus loin du corps. Ça a une influence aussi sur le fait d'être court, long ou long, court. Ça a une influence également sur la manière dont on voit les choses. Les joueurs qui sont T ont besoin de prendre des points très très précis et vont aimer sur des putts courts viser des points ou des petites brins d'herbe très précisément près du trou. Il y a des joueurs qui sont beaucoup plus dans le feeling et plus dans les sensations. D'ailleurs, ce sont des joueurs qui vont, dans une certaine méthode, ressentir beaucoup mieux les pieds au sol. Ils vont travailler un putt en visualisant davantage une trajectoire, quand d'autres vont viser des putts plus droits en prenant un point. Ils vont prendre un point à 20 cm du trou et ils vont jouer un putt tout droit à 20 cm du trou, quand d'autres, pour le même putt, vont imaginer plus une courbe. Donc, on peut savoir comment fonctionne, par exemple, un NT qui travaille énormément et qui est énormément focalisé sur la finalité, et tout part de la finalité, et c'est de la finalité qui reviennent dans la préparation visuelle. C'est intéressant pour un NT qu'il parte du trou et qu'il voit sa balle sortir du trou, prendre la courbe et revenir à son putter. Alors qu'à quelqu'un comme moi, ça ne me parle pas et je vais plutôt voir la balle partir dans mon putter pour aller vers le trou. Donc il y a toutes ces choses où on peut adapter... on peut adapter le mouvement et la préparation mentale par rapport, en respectant les profils moteurs et les profils cérébraux des joueurs. Donc je vais juste regarder rapidement. Ah oui, il y avait une question aussi justement d'Alexandre Dinco qui me reprochait un petit peu d'utiliser des photos de joueurs professionnels, mais je voudrais dire d'abord que c'est beaucoup plus impactant, c'est-à-dire que si on vous met un joueur totalement inconnu, je vous mets des photos de mes joueurs qui sont très sur les talons, vous allez me dire, bah oui, mais enfin c'est un joueur amateur, est-ce qu'il a des performances en étant très sur les talons? Ça ne veut rien dire, on ne le connaît pas, et moi je peux vous trouver des postures de gens fléchis comme ça, on est tous différents, certes, mais quand un joueur comme Keegan Bradley, on le voit sur les talons, et on sait qu'il joue très bien comme ça, et qu'on voit un joueur comme Jordan Spieth un petit peu sur les talons, et on voit des joueurs plutôt un petit peu en avant, c'est beaucoup plus percutant et c'est parlant, et on se dit, ah, bah même à plus haut niveau, on arrive à avoir des résultats, mais excellents et parmi les meilleurs résultats au monde, avec des chemins totalement différents. Et si je mets des photos de joueurs inconnus, on va me dire, oui, oui, mais quel niveau ils ont et qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, eux, on ne sait pas. Donc je pense que c'est à la fois plus ludique, c'était plus vivant de mettre des photos. Nous, on a dans nos formations été formés avec des exemples de joueurs, que ce soit de tennis ou professionnels de golf, etc. Mais évidemment, on comprend beaucoup mieux et je pense il faut savoir d'ailleurs que Action Type s'ouvre à toutes les différentes populations de joueurs et on n'est pas seulement focus sur les joueurs professionnels. Et les joueurs professionnels, ça ne représente, alors certes, ce sont nos exemples et on a tout ça à apprendre des champions, ça c'est une certitude, que ce soit sur le plan mental ou sur le plan physique. En revanche, on sait pertinemment que des joueurs qui ont 60 ans et qui travaillent et qui jouent le week-end, qui sont des joueurs de week-end, et ça n'a rien de péjoratif parce qu'ils travaillent toute la semaine, ils ne pourront pas développer le même travail, ils n'ont pas les mêmes habiletés motrices, ils n'ont pas les mêmes capacités physiques, et ils ne pourront jamais faire des swings comme des champions et jamais avoir des résultats comme des champions. Donc c'est à nous de nous adapter à eux. Donc ça, c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Donc les pros ont-ils été testés? Non, on n'a pas testé. Moi, j'ai pas eu la chance de tester Tiger Woods, McIlroy ou Jordan Spieth. Simplement, c'est très très net. On voit de la même manière, on voit que quelqu'un est droitier ou est gaucher, ou on voit que c'est un homme, ou on voit que c'est une femme, ou on voit qu'il est grand, ou on voit qu'il est petit. Donc c'est les mêmes conclusions.
on voit que c'est des joueurs qui sont vers l'avant ou qui sont vers l'arrière. Pas besoin de les tester pour voir ça. On voit qu'il y a des joueurs qui sont associés, des joueurs qui sont dissociés. Et on voit qu'ils ont des signatures motrices différentes. Et pourtant, on voit qu'ils ont d'excellents résultats. Donc, mais visuellement, ça se voit. Voilà, écoutez, j'ai essayé de faire au mieux pour répondre au maximum de questions, être le plus clair possible. Je voulais également vous remercier tous parce que la vidéo qui est parue il y a 2 jours a maintenant presque 10 000 vues, voire même plus de 10 000 vues avec les autres. Elle a été diffusée dans différents endroits, donc tant mieux, c'est formidable. Et si on peut faire découvrir cette extraordinaire approche Action Types, très très bien, parce que je sais qu'il y a de nombreux ambassadeurs qui cherchent à la mettre en valeur, et tant mieux. Et tout ça pour le bien de tous les golfeurs. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous dis dans 2 jours pour une prochaine vidéo, et merci de m'avoir écouté. À très bientôt, au revoir.